Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous suivez cet épisode spécial de Questions d'actu, spécial parce que nous nous trouvons ici à Marrakech qui accueille donc les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En première partie d'émission, il s'agissait de nourrir, d'électrifier, d'industrialiser l'Afrique. En cette seconde partie, une autre des priorités du moment, celle de loger dignement les Africains. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le président directeur général de Shelter Afrique, Cherno Habib. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir, madame. Alors, Shelter Afrique, donc nous allons mener cet entretien en anglais avec vous, votre institution qui exclusivement soutient le développement du secteur de construction en Afrique et de logement social. Alors, Shelter Afrique, depuis jeudi dernier, est devenu une banque de développement. Alors, racontez-nous par rapport à cette transformation énorme. Absolument, merci beaucoup pour l'opportunité. Madame, et voilà, ça vient à point nommé. Jeudi dernier, Shelter Afrique, qui a 40 ans déjà, une institution de 40 ans, qui a été créée par les nations africaines, par la Banque africaine de développement et African Relief, maintenant a décidé de se transformer en banque de développement. Alors, maintenant, nous avons été capables de réaliser cela la semaine dernière, jeudi, en Algérie, avec les actionnaires qui ont voté à l'unanimité de transformer Shelter Afrique en Shelter Afrique Development Bank, alors CHFDB. C'est ça le nom anglais, et puis en Afrique, c'est en français DBCHAF. CHFDB, alors, c'est une institution panafricaine, d'institution financière qui se focalise uniquement sur le logement social et le développement urbain en matière de valeur d'approvisionnement et chaîne de valeur. Nous avons plusieurs filières en Côte d'Ivoire et Niger. Nous travaillons largement en Afrique. Nous avons 44 pays qui sont des actionnaires, y compris le Maroc, où nous sommes aujourd'hui, et nous sommes très ravis d'avoir opéré cette transformation qui, principalement, nous donne la possibilité d'augmenter le secteur de Shelter Afrique à travers l'Afrique, à travers la chaîne de valeur pour mobiliser justement les capitaux internationaux et les capitaux nationaux au-delà de l'Afrique. Et historiquement, nous avons mobilisé des fonds de nos pays, des 44 pays. Donc, nous avons maintenant 4 classes d'actionnariat. Premier est les pays membres traditionnels. B, c'est les institutions d'investissement comme la Banque africaine de développement. Et puis la classe C, c'est les institutions régionales non africaines. Et ceci peut comporter toutes les autres organisations institutionnelles et les pays non africains, comme vous avez la Chine, vous avez la France, les États-Unis, et nous avons ceux qui peuvent aussi se joindre à nous, ce qui nous a permis de diversifier l'actionnariat, la base d'actionnariat de Shelter Afrique Development Bank, et ce qui nous a permis de faire beaucoup plus pour nos pays en termes de résoudre les problèmes de logement social, parce que nous avons là un déficit de 52 millions. Justement, selon les Nations Unies qui estiment que 230 millions de gens en Afrique subsaharienne sont dans des zones qu'on peut appeler les ménages de bidonville. Pourquoi est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce qu'il y a cette crise? Pourquoi est-ce que cette crise, on lui accorde que peu d'attention? C'est une bonne question là. Et l'Afrique a été dans la même situation que l'Inde, la plupart des pays africains. Je pense que ça requiert du leadership pour changer cet état d'esprit. Et l'Inde s'est aperçue qu'il y a plusieurs dizaines d'années que si elle ne résout pas son problème de logement, c'était justement là une bombe à retardement. En Afrique, malheureusement, cette compréhension ne s'est pas opérée au bon moment. En Inde, quand c'est opéré, l'Inde a assuré justement des logements sociaux et économiques où ils ont dégagé des stratégies et des politiques pour cela. Alors, plus d'une décennie. Et c'est justement ce que
Shelter Afrique Development Bank est en train de mettre en place à travers le continent. Nous avons un modèle qu'on appelle viral. Comment est-ce qu'on peut rendre cette habitation à loyer modéré virale? Viral, ça veut dire quoi? Ça veut dire vision, institution, réglementation, acteurs et des initiatives locales. C'est ça viral finalement, oui. C'est tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre le logement viral? En définissant déjà les visions, les politiques et l'objectif peut être, par exemple, logement pour tous. Alors, abordable. Alors, comment est-ce qu'on peut unifier une vision par rapport à cela? Il y a beaucoup de pays et chaque pays a sa vision. Oui, c'est très simple. Nous allons travailler chaque pays et pour finalement avoir des partenariats par pays, des stratégies de partenariat par pays, pour un certain pays dans le secteur du logement. Et nous allons faire cela en aparté, selon le pays, et nous allons dégager une stratégie selon les réalités de ce pays. Et nous allons énoncer cette stratégie et les politiques. Nous allons travailler sur les réglementations, la législation et les institutions qui doivent accompagner justement ce secteur. En leur donnant quoi? Les institutions financières, parce que le défi financier est énorme. Absolument. Alors, on doit travailler sur cette chaîne de valeur au niveau de l'offre aussi bien que la demande. Et Shelter Afrique Development Bank, SHAFDB, est bien placé pour justement mobiliser ces financements abordables pour le secteur à travers le continent. Alors, nous avons travaillé avec des institutions qui sont bien établies dans le pays. Nous avons travaillé avec les banques centrales, les autorités des marchés de capitaux. Et il s'agit d'émettre des obligations de monnaie locale pour financer le logement. Parce que là, il s'agit d'un jeu local. Il ne faut pas utiliser le financement étranger, il faut utiliser la monnaie locale parce que c'est comme ça que les gens ont leurs revenus. En Nigeria, par exemple, nous avons émis quelque chose comme 46 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 110 millions de dollars américains qui ont été émis comme première émission sur un programme de 3 ans qui s'est élevé à quelque chose comme 350 euros, à peu près 500 millions de dollars, mais en monnaie locale, pas en dollars. Alors, nous avons émis ça dans le marché parce que nous avons du cash dans le marché. Alors, les fonds de pension, les titres d'État, les obligations de logement, etc. Et nous mettons ça dans les titres d'État. Et ce que nous disons, c'est que... Ah, parce que c'est moins risqué? Oui, absolument. Et parce que nous n'avons pas un véhicule d'investissement. Ils n'ont pas de véhicule d'investissement pour investir. Et on a assuré ces véhicules pour ce qui est les obligations de logement. Comme ça, ils vont utiliser cela pour financer les promoteurs ou le financement hypothécaire. On va utiliser le financement de monnaie locale dans notre bilan pour financer les autres. Alors, qu'en est-il des autres éléments de la chaîne de valeur comme le financement technique des promoteurs, par exemple, et les autres institutions? Notre stratégie, en fait, examine l'écosystème. Au fil du temps, les pays, les différentes institutions ont examiné le logement en silo. Par exemple, l'offre ou la demande. Nous, on voit l'ensemble de l'écosystème intégré. C'est là que ça devient intéressant. On peut dire, par exemple, que voilà, on peut aider la mise en place du secteur de construction, des fabrications locales, des matériaux, pour rendre le logement plus abordable, moins coûteux. Parce que si vous avez des importations, vous avez le ciment, l'acier ou la peinture et autres, quand vous importez cela, alors le logement va être coûteux parce que vous utilisez la devise pour importer. Mais si vous pouvez fabriquer localement, ça va être moins coûteux et plus abordable. Donc ça veut dire plus de financement en matière d'infrastructure. Oui, en infrastructure et dans les PME dans le pays. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de créer les emplois. Vous créez d'emplois pour les PME. Oui, tout à fait. Ça devient plus abordable. Alors, c'est exactement ce qu'on fait comme faisant partie de notre stratégie sur les 5 années. Alors, notre stratégie de 5 années se focalise sur 4 piliers. Donc, nous finançons les banques, parce que nous sommes une banque de développement, en fait, ce que nous faisons. Nous assurons un financement long terme pour justement prêter aux PME ou aux promoteurs ou pour les hypothèques. Ça, deuxième pilier, c'est le financement des projets
c'est un financement de projet. Nous lançons des promoteurs pour le développement à large échelle. Et puis, troisième pilier, c'est PPP, partenariat public-privé. Nous travaillons pour le gouvernement et les agences gouvernementales qui assurent le foncier abordable. Nous allons assurer le financement, nous allons mobiliser le financement et nous allons identifier de bons promoteurs dans le pays ou même en dehors du pays pour financer les PP. Et quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle le groupe de gestion d'actifs. Nous avons une équipe qui va mobiliser des financements concessionnels pour aborder des aspects thématiques. Par exemple, nous allons financer la résilience verte climatique. Est-ce que c'est une urgence maintenant ou bien c'est juste pour être un petit peu en phase, puisque nous sommes ici avec le FMI et la Banque dans leurs assemblées, est-ce que c'est en phase? Oui, nous sommes à Marrakech. Ou bien est-ce que c'est une urgence, en fait, pour être durable, la durabilité? Ou bien est-ce pour construire un logement digne pour les Africains? Oui, il s'agit de la dignité, mais aussi des réalités du temps. Nous avions un tremblement de terre ici à Marrakech, là où nous tenons même les assemblées ici. Pour nous, c'est important de faire face à la résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'assurer que le logement doit résister à ces catastrophes parasismiques. Nous avons des vies humaines qui ont été perdues dans ce processus. Alors, il ne s'agit pas uniquement, c'est pas parce que c'est bon de faire cela, non, mais c'est parce que nous sommes dans un environnement qui en a besoin. On doit construire un logement abordable qui est résilient au changement climatique. Ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est le genre, l'accès au logement pour les femmes. Dans bien des pays, les femmes n'ont pas le droit de propriété. Ils n'ont pas le droit d'avoir une propriété dans bien des pays. Alors, on veut changer cet esprit dans bien des pays afin que les femmes puissent avoir de la propriété. Alors, oui, les femmes doivent aussi avoir droit au financement. Oui, ça, c'est la deuxième partie. Les femmes qui ont besoin d'un emprunt au logement doivent avoir cet accès. Mais aussi, les femmes ont des sociétés de construction. C'est des femmes qui ont des PME qui fabriquent des matériaux de construction ou qui construisent des logements en l'occurrence. On veut donc pousser les femmes à opérer dans le secteur. Et l'autre thématique, c'est faciliter justement le commerce, tirer profit des zones de libre-échange, etc. Peut-être le Maroc sera un expert en matière de ciment, par exemple, fabrication de ciment. Un autre pays peut-être dans l'acier. Il faut qu'on facilite le commerce entre ces pays afin que le logement soit plus abordable et moins coûteux. Et aussi les PME, le financement des PME qui opèrent dans la fabrication de construction, etc., des matériaux de construction. Et quatrième thématique, c'est les infrastructures de base. Alors, on veut s'assurer que les ménages ont accès aux sanitaires, à l'eau, aux routes, etc. Ça, c'est très important. Et cinquième thématique, c'est la finance islamique. C'est comme rent to own, ijara, murabaha, donc louer pour devenir propriétaire. Donc, nous avons des modèles. Le financement islamique est bien dans ce sens. Et nous avons travaillé avec la BID, etc., d'autres organismes. Et la sixième thématique, c'est le logement pour les immigrés et les réfugiés. Chaque jour, nous avons des Africains qui traversent la Méditerranée et qui meurent dans la Méditerranée. Alors, ce que nous disons à Shelter Africa Development Bank, c'est qu'on doit être capable, dans notre stratégie, d'instaurer des programmes de logement abordables dans bien des pays. Alors, comment est-ce que l'expérience marocaine peut... L'expérience positive du Maroc en matière de logement économique, social, comment est-ce que ça peut faire profiter aussi d'autres pays? Nous savons qu'il y a des pays, des sociétés marocaines qui construisent déjà des maisons en Côte d'Ivoire, au Ghana, Sénégal. Alors, comment est-ce que cette expérience, à travers des institutions comme celle que vous présidez, comment est-ce que ceci peut être bénéfique à d'autres pays subsahariens? Justement, c'est exactement ce que nous faisons dans Shelter Afrique. Nous sommes une nation panafricaine, nous avons un ordre de jour d'intégration.
On veut que les pays apprennent du Maroc. Et ça va être bénéfique pour d'autres pays, bien évidemment. Nous avons des institutions comme Ad-Doha et Palmeraie et d'autres du Maroc qui font du bon travail et dans bien d'autres pays aussi, avec lesquels nous avons travaillé au Cameroun la semaine dernière. Nous avons une manifestation là-bas et j'étais sur un panel où je modérais. Et donc, nous faisons déjà cela. Mais justement, pour finir avec cette question de logement d'immigrés, ça c'est important parce qu'on va empêcher la mort dans la Méditerranée, parce qu'en instaurant des métiers dans différents pays. Alors, le secteur du logement crée de l'emploi. Nous allons pouvoir créer beaucoup d'emplois, nous allons monter en créneau pour justement que ces jeunes puissent apprendre différents métiers. Ils vont devenir des maçons, des électriciens, des plombiers et on va leur créer de l'emploi. Une fois quelqu'un a un métier, un abri, pourquoi est-ce qu'il va penser à aller de l'autre côté de la Méditerranée? Alors nous allons travailler avec différentes institutions, l'Union européenne et autres, parce qu'il y a des centaines de millions de dollars qui sont dépensés aux frontières. On va leur dire, mais écoutez, on doit aborder la problématique, pas à la fin, mais déjà à la source. C'est la création de l'emploi et de l'abri au niveau de l'Afrique. Et justement, notre institution peut faciliter cela en mettant en place des plateformes, des institutions financières et des financiers qui vont se mettre ensemble. On va juste prendre une portion du budget de l'Union européenne qui dépense. Alors, est-ce que ça fait partie de l'état d'esprit? Parce que à peine nous entendons parler de cela, c'est pour ça que j'ai dit c'est vraiment sous-développé de manière spectaculaire, qu'on ait recueilli peu d'attention. Et c'est quelque chose d'aussi important que la nourriture, n'est-ce pas? Absolument. Alors, pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut positionner comme une priorité pour les institutions telles que l'Union européenne, mais aussi, au même titre, les bailleurs de fonds, tels que la Banque mondiale ou même le FMI? Et tant que nous sommes ici à Marrakech, oui, tout à fait, nous sommes ici à Marrakech. C'est exactement ce que nous faisons hier. Nous étions avec des parlementaires de l'Union européenne, de l'Afrique, et nous avons tenu ces débats justement autour de cette même thématique. C'est pour ça que je me sens très passionné, excité. Les gens perdent leur vie en essayant d'aller au-delà pour avoir une meilleure vie. C'est pas parce qu'ils aiment le climat, non. Ils ont tout ça, ils ont la famille, ils ont tout ça dans leur pays. Mais la seule raison pourquoi ils partent de l'autre côté, c'est avoir d'autres options, d'autres alternatives. Alors, essayons de créer ces emplois. Essayons d'aborder ce problème depuis la source. Nous en parlons dans les forums, on en a parlé au sommet de Nairobi, j'étais là-bas, et il y avait des panels, nous avons parlé de ce sujet. Quand vous en parlez, les gens commencent à s'apercevoir que peut-être oui, ça c'est une solution. Il faut qu'on aborde le sujet depuis la source, pas uniquement les symptômes où on s'attaque aux conséquences, non. Puis on va aux frontières, on dépense beaucoup d'argent avec les intermédiaires, tout ça. Alors il faut aborder cette problématique de la source. Alors nous avons des engagements et par la même occasion, je tiens à vous dire que nous sommes bien avancé avec la Banque islamique de développement. Et nous avons été avec eux dans l'Assemblée annuelle à Jeddah il y a quelques semaines. Et nous avons été aussi avec eux à New York dans l'Assemblée générale des Nations unies où il y a eu un fonds qui a été lancé par la BIT sur les réfugiés et qui aborde justement toutes les questions des réfugiés. Nous, en tant que banque, nous allons être là-bas. Nous, en tant que chef d'IBI, je dois toujours me rappeler ce nom, nous allons être le partenaire d'exécution pour la BID et pour la Haute Commission de réfugiés et l'OCI aussi pour mettre en œuvre justement ce programme de logement pour les réfugiés en Afrique. Alors, ce fonds a été vient d'être lancé avec le financement de démarrage en provenance de l'OCI et nous allons être partenaires avec eux. Et les gens commencent à voir la nécessité de faire cela. Et nous savons qu'il y a davantage d'institutions peuvent être impliquées, l'Union africaine ou l'Union européenne. Qu'en est-il du capital privé? Et quand je parle de capitaux privés, c'est les banques, c'est les capitaux privés. Et vous savez mieux que moi que le marché d'hypothèque, marché hypothécaire,
est très, très sous-développée. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'institution, drainez ces capitaux et rendre les banques aussi, ou encourager les banques à donner ces emprunts? Ça, c'est une bonne question. Ça a toujours été ma bataille depuis le premier jour dans d'autres associations antérieures où j'ai travaillé dans le financement au groupe de la Banque mondiale et en Afrique, en Asie. Alors, il s'agit d'initier le secteur privé dans le marché. Parce qu'il faut tirer profit des capitaux privés. Et la façon dont nous faisons cela à HFDB, c'est en instaurant des institutions comme les sociétés d'hypothèques, d'emprunts, etc. Nous avons fait ça en Tanzanie, nous sommes actionnaires là-bas, et en Kenya, nous sommes aussi là-bas, et en Afrique de l'Ouest, dans la zone CFA, et au Togo, nous avons aidé à mettre en place une caisse de financement. Alors, toutes ces institutions, leur rôle, c'est d'aller mobiliser le financement dans le marché local, monnaie locale, pour financer les banques dans le pays à long terme, afin que ces banques puissent prêter à d'autres personnes à des taux inférieurs, pour que ça devienne abordable. C'est question d'abordabilité. Alors, nous faisons cela, et la façon dont nous avons mis en place ces institutions, c'est presque comme les PPP, partenaires public-privé. Alors, les banques sont des actionnaires dans ces sociétés hypothécaires, et nous assurons le financement de démarrage que nous visons à travers le marché des capitaux. Alors, l'histoire, c'est une belle histoire, et c'est une histoire que nous voulons raconter et partager à travers le continent pour résoudre cette grosse crise de logement qui est une bombe à retardement. Exactement, et c'est justement pour cela que vous êtes en train d'accroître, vous transformer en banque de développement, Shelter Development, Shelter Afrique, attention, Shelter Afrique, bien sûr, oui, Shelter Afrique Development Bank. Merci beaucoup, monsieur PDG de Shelter Afrique Development Bank. Merci beaucoup pour votre présence ici avec nous. C'est un plaisir. Merci.